Bonjour, bienvenue dans Politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Donc on se tourne cette semaine vers la politique américaine. Visiblement, on ne rigole plus à Washington. Donald Trump, l'homme à la crinière jaune qui amusait la galerie, vu d'Europe comme un pitre, une sorte de pitre sorti des années 80, est désormais peut-être en passe de remporter la primaire des Républicains. Il franchit les tabous, les Rubicons. Il cite Mussolini dans ses tweets, bouscule les rigidités politiques en tenant un discours cru. Bref, Trump est un leader populiste qui a du succès et qui semble séduire une Amérique bien plus large que celle du petit blanc qui se sent déclassé ou du redneck de Caroline du Sud. Mais maintenant que les choses sérieuses commencent, va-t-il recentrer son discours? Et quant aux démocrates, c'est Hillary Clinton qui tient la corde, vous le savez. Là, en revanche, pas de surprise. Le choix de Trump pour les Républicains est-il une chance pour Hillary Clinton? On posera notamment la question à nos deux invités, deux grands spécialistes des États-Unis, que je vous présente. Justin Weiss, vous êtes historien et auteur de L'Empire, Zbigniew Brzezinski et le siècle américain aux éditions Odile Jacob. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté de vous, donc aussi un grand spécialiste des États-Unis, Denis Lacorne, directeur de recherche à Sciences Po. Bonsoir et merci à tous les deux d'être avec nous. Mais avant, peut-être pour comprendre et entendre votre point de vue, le résultat du Super Tuesday avec Laure Wagner. Petit à petit, le duel Clinton-Trump se dessine. Au lendemain du Super Tuesday, les deux candidats favoris de chaque camp ont remporté chacun 7 États sur 11. Côté démocrate, Hillary Clinton s'est imposée en Alabama, dans l'Arkansas, en Géorgie, dans le Massachusetts, dans le Tennessee, au Texas et en Virginie. Tandis que son rival Bernie Sanders remporte la victoire dans ses terres, le Vermont, ainsi que dans 3 autres États, le Colorado, le Minnesota et l'Oklahoma. Forte de sa victoire, l'ancienne secrétaire d'État américaine concentre désormais ses attaques sur son adversaire républicain. Il est clair que les enjeux de cette élection n'ont jamais été aussi élevés. Et la rhétorique que l'on entend dans l'autre camp n'a jamais été aussi basse. Essayer de diviser l'Amérique entre nous et eux est une erreur. Et nous ne laisserons pas faire cela. Mais Donald Trump ne se laisse pas impressionner. Et plus rien ne semble pouvoir arrêter aujourd'hui celui qui était considéré comme un outsider dans son camp au départ. Le milliardaire iconoclaste aux propos controversés compte maintenant 10 États dans sa poche et veut se poser en rassembleur du parti. Nous allons être un meilleur parti. Nous allons être un parti unifié. Nous allons être un bien plus grand parti. Notre parti est en train de s'étendre. Et tout ce que vous avez à faire est de regarder où je l'ai emporté. Nous sommes désormais beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Son principal adversaire, Ted Cruz, a réussi à s'imposer chez lui au Texas, l'État le plus peuplé de ce Super Tuesday, mais aussi dans l'Oklahoma et en Alaska. Marco Rubio, quant à lui, a remporté le Minnesota, sa première victoire depuis le début des primaires. Les jeux ne sont donc pas encore faits chez les Républicains, où 4 candidats restent en lice dans la course à l'investiture. Mais leur marge de manœuvre reste bien faible. À moins d'une alliance, leurs chances de faire barrage à Donald Trump sont de plus en plus minces. Prochaine échéance cruciale pour les deux camps dans 15 jours. Des primaires auront lieu dans 5 nouveaux États. La Floride, la Caroline du Nord, l'Illinois, le Missouri et l'Ohio, et devraient dévoiler un peu plus précisément encore l'affiche finale pour l'élection présidentielle. Oui, alors effectivement, les jeux ne sont pas faits. On va essayer de comprendre déjà avec vous le phénomène Trump. Alors, Robert Paxton, l'historien, écrivait dans Le Point la semaine dernière que dans le fond, aux États-Unis, la politique relève plus du divertissement que de la capacité à diriger un pays. Est-ce que selon vous, il dit vrai ? Certainement, pour partie, on sait bien sûr de l'entertainment, comme on dit en anglais. Une partie du cirque des primaires, disons, repose là-dessus. Et d'ailleurs, Donald Trump en a joué à plein, puisqu'il a fourni ce divertissement-là et qu'il n'a pas eu besoin d'investir beaucoup de son propre argent, puisque les médias lui ont fait, lui ont prêté une telle attention que ça a suffi à gonfler sa visibilité et son audience. Cela dit,
malheureusement, ça n'est pas que ça. C'est-à-dire, il y a le show d'un côté, mais il y a aussi ce qui est sérieux. Et ce qui est sérieux, c'est la sélection d'un candidat pour un des deux partis, en l'occurrence le Parti républicain, qui a de sérieuses chances de l'emporter en novembre prochain. Et donc, au-delà de l'entertainment, il y a les vraies questions politiques qui se posent, intérieures et extérieures, et qui, malgré tout, comptent. Peut-être, Denis Lacorde, un mot sur l'analyse du phénomène Trump, de cette montée. Je le disais en ouverture, dans le fond, on rigolait au début, et aujourd'hui un peu moins. Oui, parce que celui qu'on prenait pour un bouffon, qui, dans le fond, amuserait la galerie au début et disparaîtrait ensuite, eh bien, le bouffon reste là. Mais c'est vrai, dans la tradition américaine, si vous lisez un peu l'équivalent de Tocqueville en Angleterre, Jim Bryce, qui analysait le système des partis américains à la fin du 19e siècle, il remarquait que c'est un système qui pouvait favoriser la démagogie. Celui qui réussissait, c'était un bon orateur, qui avait une grosse voix, qui n'était pas spécialement intelligent, mais qui impressionnait les foules et donnait l'impression d'avoir un certain magnétisme. Il constate ça à la fin du 19e. Et c'est vrai que les démagogues, il y en a des tas dans l'histoire des États-Unis. William Jennings Bryan, par exemple, George Wallace, qui était un démagogue dans le Sud à l'époque qui résistait, qui était favorable à la ségrégation. Enfin, il y a périodiquement des démagogues. Mais là, ça dépasse les bornes parce qu'on a d'autres moyens de diffuser les idées. Il ne faut jamais oublier que Trump communique avec 6 millions de personnes avec Twitter. Et il harcèle d'ailleurs des tas de gens. On l'a comparé quelquefois à Mussolini, la comparaison n'est pas mauvaise, mais Mussolini, qu'est-ce qu'il faisait avec ses adversaires? Il leur faisait boire de l'huile de ricin. Et que fait Trump? Il envoie des millions de Twitter où il insulte tel et tel candidat en disant les choses les plus ridicules sur leur apparence physique, sur leurs idées, sur donc on a un système qui est brutal et qui coûte et qui blesse beaucoup de gens. Et de ça, il faudra parler. Le démagogue et on écoutera un extrait tout à l'heure de discours. Ça vaut la peine d'écouter dans le texte ce que dit Trump. Mais il y a quelque chose qui le sert, c'est que dans l'esprit du public, notamment du public de droite aux États-Unis, il y a un souvenir très positif qui est le souvenir de Ronald Reagan. Et Ronald Reagan, lui aussi, a été un outsider en son temps avant de gagner. Et d'ailleurs, après, d'avoir un bilan qui est, sur le plan historique, plus qu'intéressant, le bilan de Ronald Reagan. Sauf que Reagan, lui, portait une vision positive de l'Amérique, alors que lui porte une vision strictement négative. C'est le mur avec le Mexique, c'est contre la Chine, c'est contre tout ce qui est extérieur, tout ce qui est étranger. Donc comment expliquer ça, que malgré... Parce que Reagan était vraiment positivait le destin de l'Amérique et le destin du monde, d'une certaine façon. Alors que Trump, c'est l'inverse. Comment expliquer ce ralliement à cette vision extrêmement étroite, négative, de repli total? Reagan, c'était avant le 11 septembre. C'est avant l'Amérique menacée de l'intérieur par des terroristes. Donc c'est un peu autre chose. C'était la fin de la guerre froide. Et la menace, à l'époque où Reagan est au pouvoir, la menace russe n'est plus, je crois, considérée comme vraiment catastrophique. Ça n'est plus... et ce n'est pas par hasard qu'on va négocier, qu'il va négocier avec Gorbatchev et que les choses vont se transformer. Reagan est aussi un acteur de la télévision d'une autre époque. Ce n'est pas la télé-réalité, Reagan. C'est la télévision où on a son cadre, on parle en 20 minutes, on ne vous trouble pas, on n'intervient pas. Trump, c'est un phénomène de la culture populaire américaine des années 80-90, qui est la télé-réalité. Et dans la télé-réalité, on dit tout et n'importe quoi, avec beaucoup d'aplomb. On prétend parler le langage de la sincérité, alors qu'on n'est pas nécessairement sincère, mais c'est l'impression que ça donne. Et on dit tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce que j'ai dans le ventre, y compris les pires insultes. Donc Reagan, c'est une civilité, c'est le sourire. Trump, c'est la grossièreté, la vulgarité de la télé-réalité. Mais dans un pays qu'on dit si attaché à un certain nombre de valeurs morales, et donc si attaché au refus du mensonge, par exemple, comment expliquer que Trump, qui est bâti sur le mensonge, ait ce succès? Parce qu'il se présente comme un self-made man, il est un héritier. Il se présente comme un chef d'entreprise qui a eu du succès, il a eu plusieurs faillites. Bref, si on prend l'ensemble de son
propre autoportrait, il est faux, très largement. Il est faux, mais il se dit vrai au moment où il parle. Et donc, il rebondit à chaque fois. Et il se contredit, d'ailleurs. Quand vous écoutez ce qu'il a dit sur la Libye, sur l'Irak, il y a des moments où il est pour l'intervention en Irak, d'autres où il est contre. La Libye, il était pour... Donc, c'est quelqu'un qui se contredit sans arrêt, mais qui, au moment même où il parle, croit dire le vrai, même s'il se contredit. C'est-à-dire qu'il ne parle pas la langue de bois, disons. Alors on va l'entendre justement et vous réagirez après. On écoute quelques florilages de Donald Trump compilés par Laure Wagner. Et je n'aime pas ce micro. Le crétin qui a acheté et installé ce micro, faut surtout pas le payer. Quand le Mexique nous envoie ces gens, il n'envoie pas les meilleurs éléments. Il n'envoie pas des gens comme vous. Ils envoient ceux qui posent problème. Des gens qui apportent leurs problèmes avec eux. Ils apportent avec eux la drogue, ils apportent le crime. Ce sont des violeurs. Les Mexicains nous volent notre travail, ils nous volent nos usines, ils nous volent notre argent. Ils nous prennent tout et ils sont en train de nous tuer à la frontière. Moi, Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis jusqu'à ce que les représentants de notre pays soient en mesure de savoir ce qui se passe bon sang. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Je déteste dire ça, mais je deviens tendance. Toutes ces personnes qui me soutiennent. Voilà des petits extraits de Donald Trump. Donc c'est vrai, bon, alors, on voit, c'est donc le rejet des élites, la peur du déclassement, le petit blanc américain, hein, dans le fond, qui se sent menacé, et puis effectivement xénophobe, raciste, un peu phallocrate aussi. Bref, les 7 plaies de l'Amérique, non ? Oui, oui. Et c'est pour ça qu'il, au fond, il entre en résonance avec une certaine Amérique. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les primaires. Et donc, on parle d'abord d'une moitié de l'Amérique, la moitié qui est républicaine, ou le tiers qui est républicain, d'une part. Et puis d'autre part, on parle de ceux qui vont vraiment voter aux primaires. Et ceux qui vont vraiment voter aux primaires, ce n'est pas tous les républicains, c'est simplement une petite partie. Donc, attention à ne pas, disons, projeter la popularité de Trump et de le prendre comme signal de l'Amérique en général. Il reflète ce segment-là. Et ce segment-là est largement... Alors, faut attention à généraliser, mais enfin, est largement un segment perdant. Mais il y a cette peur de disparition, quand même, de l'américain... Pas de disparition, mais de perte. American Pie, quoi, vous voyez. Oui, enfin, c'est ce sentiment d'échec. C'est-à-dire ils sont mis en échec dans les guerres culturelles, ils ont perdu, ils ont le sentiment d'avoir perdu. Il y a un noir à la Maison-Blanche, il y a le mariage homosexuel, il y a la légalisation des drogues, etc. Ils ont perdu dans la globalisation, c'est-à-dire ce ne sont pas ceux qui profitent, comme la Silicon Valley ou New York, de l'économie globalisée, et c'est eux qui sont déclinistes. On parlait de Reagan tout à l'heure. En effet, Reagan était optimiste. C'était Morning in America. C'est ce que Marco Rubio a essayé de reprendre, mais sans succès. Lui, au contraire, appelle à une fibre qui est décliniste parce que son électorat, assez large, il est vrai, et a le sentiment d'avoir perdu et d'être en déclin. Le discours... Jean-Marie, le discours aussi sur la politique étrangère, donc discours, on l'a entendu, protectionniste sur les Mexicains, qui sont des trafiquants de drogue, etc., expulser les sans-papiers. Sur la politique étrangère, il y a un jugement quand même plutôt positif sur les Russes, une nostalgie des dictateurs arabes. Il dit Saddam Hussein et Kadhafi nous tuaient les terroristes. Ouais. Donc là aussi, il dit des choses, bon, il prend des raccourcis, mais il dit dans le fond ce que les gens ont parfois envie d'entendre. Oui, enfin c'est comme une Amérique qui tout à l'heure, les démagogues menacée. Ou les populistes disent ce que les gens ont envie d'entendre, disent c'est les petits contre les gros, hein, c'est ça la base de la rhétorique populiste. Et sur le plan de la politique étrangère, ce qu'il faut voir, c'est qu'on assiste à une vraie OPA de Trump sur le parti républicain. Il faut bien se rappeler qu'aux États-Unis, les partis ne sont pas comme chez nous, pyramidaux, avec un secrétaire général qui tient le parti et qui sera porté au poste de Premier ministre dans les démocraties européennes ou au poste de candidat présidentiel assez naturellement en France. On est dans un système où c'est des partis faibles, des partis qui sont des grands chapiteaux, comme on dit, des big tents, qui rassemblent des factions diverses, des endroits divers. Obama, c'était l'expression
du système de Chicago. On a des entrepreneurs en politique qui, à l'intérieur de chacun des deux partis, arrivent, etc. Et donc, il n'y a pas une orthodoxie du parti, personne ne tient la ligne et tout ça. Et donc, ce que fait Trump, c'est d'essayer de s'imposer à l'intérieur du parti avec des idées qui ne sont pas au centre de gravité du parti. Ça inclut la politique intérieure, mais ça, notamment sur l'immigration, c'est la catastrophe. Le Parti républicain a absolument besoin d'attirer les électeurs hispaniques et Trump les repousse violemment. Or, c'est le segment démographique qui augmente le plus. Donc, c'est vraiment une stratégie d'échec. Mais en politique étrangère aussi, il amène des idées qui ne sont pas celles, disons, du républicain moyen. Il est fondamentalement isolationniste, réaliste, il veut faire payer aux Mexicains le mur qu'il entend ériger, il veut faire payer aux Japonais la défense que les Américains leur apportent contre leur environnement régional. Finalement, il représente une vision qui est assez 19e siècle, qui est cohérente finalement, mais qui n'est pas du tout celle du Parti républicain, disons du centre de gravité du Parti républicain. Et c'est ouvertement protectionniste. Et ouvertement. C'est vraiment le grand retour du protectionnisme, en fait. On va en reparler dans quelques instants, mais avant, un flash d'information et on se retrouve pour continuer à parler des élections américaines avec vous. À tout de suite.